Il va falloir que j'imagine... vous avez une semaine entière pour imaginer, moi j'ai qu'1 heure, donc ça va être un peu plus dur. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une vie entière pour imaginer, mais je ne suis pas sûr que ce soit autorisé par les autorités. Donc je vais essayer d'imaginer la présentation que je vais vous faire. Je ne sais pas encore très bien ce dont je vais vous parler, mais ça va venir peut-être dans l'interaction. Et je vais essayer de vous parler de choses que je n'aurais pas imaginé quand j'avais votre âge, grosso modo. Et je ne sais pas combien d'entre vous pensent qu'ils vivent dans le même monde que vos parents. Vous pouvez lever la main, ceux qui pensent que vous vivez dans le même monde que vos parents? D'accord. Combien d'entre vous pensent que vos enfants vivront dans un monde différent de celui qui est le vôtre? D'accord. Combien d'entre vous sont contents du système éducatif français? Pas mal. Combien d'entre vous voudraient un autre système éducatif pour vos enfants? D'accord. Bravo. Ça donne déjà une bonne indication de... Donc on est assez d'accord pour dire que le système éducatif évolue pas hyper vite en fait. Et donc je pense qu'il y a peut-être... le monde change plus vite que le système éducatif, ça c'est assez clair, et je pense qu'on va en parler dans les minutes qui viennent. Je vais essayer d'illustrer des choses, encore une fois, que j'aurais pas imaginé, ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans. Je vais commencer par des choses quand même qui sont du XXe siècle ou du 2e millénaire. Le monsieur que vous voyez en haut là, c'est Garry Kasparov. Garry Kasparov, c'était le champion du monde d'échecs. Vous voyez, là c'est le jour où il a perdu contre un ordinateur. Hein, vous étiez à peine né, et c'était un choc. The Economist, qui est une revue que vous devez lire souvent, j'imagine, ou en tout cas je vous le conseille, a dit ce jour-là, si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier. Moi, je peux vous dire, je faisais de la recherche en génétique et je le faisais parce que j'aimais les échecs et parce que je me suis dit que la génétique ressemblait aux échecs. Et ils avaient raison parce que quelques années plus tard, il y a eu un article dans Nature qui s'appelait The Robot Scientist et qui était un robot qui faisait de la génétique. Et ils ont montré que le robot qui faisait de la génétique était moins cher qu'un doctorant et que donc ils pouvaient le remplacer. Donc voilà, c'est juste un type de métier. Hein. Il y a plein de métiers de la finance qui sont remplacés par des ordinateurs. Il y a plein de métiers de journalistes. Il y a plein de métiers. Donc il n'y a pas uniquement des métiers de main d'œuvre. Hein. Donc je ne sais pas auquel métier vous aspirez, mais faites attention parce qu'un robot pourrait prendre votre métier demain. Donc, mais peut-être que vous êtes capable d'imaginer des choses que les robots ne seront pas capables d'imaginer. Et à ce moment-là, peut-être qu'on vous gardera au moins transitoirement le temps que les robots fassent des progrès. Moi, j'ai été sélectionné par un système éducatif qui ressemble beaucoup aux échecs. Hein, donc j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer. Hein, clairement, tous les ordinateurs mémorisent et calculent beaucoup plus vite que moi, mais beaucoup plus vite que n'importe quel être humain. Donc ça pose des problèmes. Donc c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors quelques autres nouvelles venant du monde des échecs. Ça, c'est Garry Kasparov qui joue contre le reste du monde. Il a écrit un livre entier, il dit que c'est la meilleure partie de jeu d'échecs qui ait jamais eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tôt, Anatoly Karpov, qui était le champion du monde précédent, avait fait la même chose, et il avait écrabouillé le reste du monde, et on voyait bien que l'expert était infiniment meilleur que la bêtise collective. Et donc Garry Kasparov, qui venait de perdre contre l'ordinateur, voulait que la partie soit un peu intéressante. Et donc il a demandé à 4 adolescents, donc cette jeune fille qui avait 15 ans, de catalyser l'intelligence collective, ou en tout cas d'éviter aux gens de proposer des coups complètement faux et complètement idiots, parce que ça avait été fait dans la partie précédente. Et donc cette jeune fille a fait ça avec un petit logiciel qui n'était pas un logiciel d'échec, mais un logiciel juste de cartographie des possibles. Et donc les différentes stratégies et sous-stratégies possibles. Et donc Garry a dit que c'était la plus belle partie de l'histoire du jeu d'échecs parce que cette partie a été assez fascinante et que l'expert a été tenu en échec par l'intelligence collective. Donc en fait, il faut très peu de choses pour passer de la stupidité collective à l'intelligence collective. Donc ça, c'est une autre leçon du jeu d'échecs que je trouve intéressante. Enfin, ça, vous voyez, c'est une compétition où il y a des hommes et des machines qui jouent contre des hommes et des machines. Ils ont aussi joué contre des machines seules et contre des hommes seuls. Et ce qu'ils ont montré, c'est que l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. Et en particulier, c'est pas forcément le meilleur homme avec la meilleure machine qui gagne, c'est les humains qui savent le mieux utiliser les machines qui s'en sortent dans ces cas-là. Donc comme on vous interdit
l'utilisation des machines à l'école, vous voyez un peu à quoi on va. Voilà, donc ça c'était juste une petite introduction venue des échecs. Je vais vous présenter des choses que vous connaissez peut-être, qui viennent de la technologie, parce que je suis quand même un scientifique, donc je vais vous parler de 2-3 petites choses venant de la technologie et de la science. L'homme qui est allé sur la Lune, vous devez en avoir entendu parler, même si c'était passé à l'époque où vous n'étiez pas né. À cette époque-là, l'ordinateur qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune, il était comme ça, là, c'était celui-là, et il tenait à peine dans cette pièce. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans n'importe lequel des téléphones portables que vous avez dans vos poches, il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. Donc ça donne, ça fait réfléchir, et en particulier, moi ça me fait réfléchir sur tous les combien vous allez sur la Lune. Je ne sais pas si vous allez souvent sur la Lune, mais vous pourriez la conquérir, ou en tout cas conquérir une Lune, et c'est à vous de définir quelles sont les lunes que vous avez envie de conquérir. Mais pour aller sur la Lune, il ne fallait pas simplement de la technologie, il fallait aussi des équipes, il fallait savoir travailler collectivement, il fallait mobiliser tout un tas de ressources et d'énergie. Donc ces fameux téléphones, là vous avez un exemple d'un téléphone quelconque sur lequel on a rajouté sur la partie photographie une lentille de microscope. Et donc en fait, vous pourriez tous avoir un microscope dans la poche pour quelques euros. En fait, vous avez tous un instrument scientifique dans la poche. Ce n'est pas simplement un super ordinateur. C'est un instrument scientifique qui peut mesurer des tonnes de choses. Donc il peut voir l'infiniment petit, il peut mesurer votre position, ça vous le savez, il peut mesurer tout un tas de choses, il peut mesurer votre bonheur. S'il y a une application qui s'appelle Mappiness, qui peut, vous pouvez la télécharger, et ça peut contribuer à mesurer votre bonheur et à cartographier comme ça le bonheur des gens. Ça a été fait par des millions de gens. Et donc, par exemple, on sait que les gens sont plus heureux le week-end. Bonne nouvelle. Et qui sont aussi plus heureux le jour de Noël, ou ils sont plus heureux quand ils sont dans un espace vert. Et donc vous pouvez vous en servir pour savoir quels sont les quartiers où les gens sont les plus heureux, et vous pouvez commencer à repenser à tout un tas de choses grâce à ça. À propos de microscopes qui coûtent pas cher, ici vous avez un super TED Talk d'un copain qui s'appelle Manu Prakash. Et Manu, ce qu'il tient dans la main, ça n'y ressemble pas, mais c'est un microscope. En fait, c'est une feuille de papier que vous pouvez plier et en faire un microscope. Et en fait, ça vaut $1. Et aujourd'hui, il a distribué 10 000 microscopes pour $10 000 dans 10 000 villages indiens. Et il est temps de voir ce que ça va faire, en voyant ce que les enfants sont capables d'inventer et d'imaginer une fois qu'ils ont un microscope dans les mains. Ici, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pas très bien, c'est le séquençage du génome. Vous savez qu'on a séquencé le génome humain pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça. Et à l'époque, ça coûtait des milliards. Aujourd'hui, ça coûte $100. Donc ça, c'est la courbe du coût sur une échelle logarithmique. Donc vous voyez que ça décroît, ça décroît. Ça, c'est si ça diminuait comme la loi de Moore, c'est-à-dire d'un facteur 2 tous les 18 mois. Ce que vous voyez, c'est que ça décroît beaucoup, beaucoup plus vite que ça. Et donc ça veut dire que d'ici quelques années, vous pourrez avoir non seulement votre génome, mais celui de votre chien, de votre chat et de votre bol de soupe pour quelques dollars, ou même moins. Et donc on voit bien que la technologie change complètement. Et ça, c'est pas une simple clé USB, contrairement à ce que vous pourriez croire. C'est en fait un séquenceur à ADN. Et donc on voit bien que la technologie, elle devient toujours plus compacte, toujours plus abordable, et que toujours plus de gens peuvent s'en servir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous êtes là pour essayer d'imaginer d'autres possibles. Et bien vous pouvez imaginer des choses qu'on ne pouvait pas même rêver il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que tout ça, c'est plus puissant que ce qui était disponible dans les labos de recherche au XXe siècle. Et donc ça, c'est quand même assez phénoménal. Donc la technologie évolue hyper vite, la science évolue un peu moins vite, mais quand même elle évolue rapidement. Ça c'est un très bon bouquin qui raconte comment l'imprimerie a changé le monde dans différentes dimensions, et en particulier dans la dimension scientifique. Mais il a fallu du temps, parce qu'entre le moment où vous savez que le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible. Ensuite, on a publié assez vite des bouquins érotiques, parce que quand même, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Et puis, quelques centaines d'années plus tard, on a fait de la science. Donc il y a des choses dont on voit qu'elles sont plus ou moins intéressantes pour les communautés. Mais néanmoins, la science, quand elle a commencé à décoller, ça s'est passé donc au XVIIe siècle, au XVIIIe, elle a commencé à croître exponentiellement. Vous voyez qu'en fait, il y a 100 fois plus d'articles scientifiques tous les 100 ans. Ça veut dire que... par exemple, le programme de prépa, je sais que vous n'avez pas, pour la plupart d'entre vous, fait des prépas scientifiques, mais sachez que le programme de prépa scientifique s'arrête en 1905, en physique. Donc, vous voyez qu'on a vu à peu près 1% de l'intégralité de la physique, et pas forcément par définition la plus moderne. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, encore une fois, sur notre système éducatif.
Donc il y a un monsieur qui a écrit un très bon bouquin. Si vous voulez repenser la science, il a essayé de décrire en quoi la science au XXIe siècle se fait de manière très différente des siècles précédents. Et donc ça, c'est évidemment rendu possible grâce à Internet. Donc on voit que la technologie évolue super vite, la science très vite. La pédagogie, elle évolue pas super vite. Hein. Si vous regardez la différence entre cette gravure du Moyen-Âge et la salle dans laquelle nous sommes, les grandes inventions pédagogiques, c'est le micro, pour que je puisse parler à plus de gens. Après, on a autorisé les étudiants à s'habiller différemment. Okay, et encore, moi, j'étais dans une école où on s'habillait tous pareil. Okay, et on se mettait au garde à vous. Donc, quand même, promouvoir la diversité, c'est ce qu'il y a de mieux. Une des innovations du jour, vous en avez probablement entendu parler, c'est les MOOC, hein, les Massive Online Open Course. Mais en fait, c'est une espèce de micro qui parlerait à des millions de gens où qu'ils soient sur la planète. Alors, il y a 2-3 petites choses qui permettent de l'interaction, par exemple des chats et des forums et des choses comme ça. Mais ce n'est pas encore une innovation pédagogique radicale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de besoins. Et donc la question, puisqu'on est dans la Imagination Week, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer d'autres types de solutions. Donc moi j'aime bien ce dessin parce qu'il représente assez bien beaucoup de problèmes auxquels je suis confronté. C'est-à-dire que régulièrement, je crois que des choses sont impossibles. Et puis il faut que les barrières tombent d'elles-mêmes pour que je vois que je peux avancer. Hein, si j'étais un peu plus malin, peut-être que je pourrais contourner les barrières, parce que les barrières ne sont pas toujours là, mais des fois on ne s'en est pas rendu compte. Et donc je vais essayer de vous raconter 2-3 petites choses auxquelles, encore une fois, que je n'aurais pas imaginé et qui me montrent qu'on peut peut-être imaginer d'autres possibles aujourd'hui. Le problème des barrières mentales, en fait, c'est que tant qu'elles ne sont pas tombées, on ne sait pas qu'elles sont là. D'accord. Et donc ça, c'est un vrai problème, parce que je sais combien sont tombés pour moi, mais je ne sais pas combien sont encore là. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de repenser le système d'enseignement supérieur, et même chez les plus jeunes, on y reviendra. Mais donc, l'université, c'est quoi son histoire? Vous savez que les universités françaises ont été créées dès le Moyen-Âge. Un des moments où elles ont vraiment changé, c'est après les Lumières. Et un de ceux qui a mieux pensé le changement à ce moment-là, c'est ce monsieur qui s'appelle Humboldt. Hein, c'était un Allemand. Et vous voyez qu'il était assez cool avec ses potes, quoi. Et ce qu'il disait, c'est que, en fait, dans l'université telle qu'il la rêvait, il devait y avoir la liberté d'apprendre, la liberté d'enseigner, la liberté de faire de la recherche. Honnêtement, aujourd'hui, il y a relativement peu d'universités où les étudiants sont libres d'apprendre, de faire de la recherche et éventuellement même d'enseigner. Et pour les enseignants, c'est pas toujours la grande liberté non plus. D'accord. Donc en fait, c'est compliqué, parce que c'était une belle vision, mais elle ne s'est pas complètement réalisée pour tout un tas de raisons. Même si en fait les meilleures universités sont les universités qui sont le plus proches de cet idéal-là. Donc ça veut dire que cet idéal, a priori, il est fonctionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, vous êtes libre d'apprendre ce que vous voulez, vous êtes libre de produire le contenu que vous voulez pour que d'autres puissent apprendre, donc de facto, vous êtes libre de transmettre ce que vous voulez, et vous êtes libre d'utiliser les données qui sont disponibles sur le web pour faire vous-même de la recherche. Et donc en fait, son rêve, il est en train de se réaliser, mais il n'est pas en train de se réaliser dans les universités, il est en train de se réaliser sur le web. Et donc, comment est-ce qu'on allie les deux? C'est une des questions qu'on peut se poser. Et en fait, ce que disait Humboldt aussi, c'est qu'un prof d'université, ça ne devrait pas être un enseignant, et l'étudiant ne devrait pas être un élève. Mais au contraire, l'étudiant devrait faire preuve d'initiative, imaginer des possibles, et ses enseignants devraient être des mentors capables de les accompagner là-dedans. Alors visiblement, c'est très fatigant. J'ai appris que vos enseignants étaient un peu sur les rotules, je ne sais pas ce que vous leur avez fait, mais ils sont fatigués. Donc peut-être que imaginer plus d'une semaine, ça ne fonctionnerait pas, parce que les enseignants ne survivraient pas, je ne sais pas. Mais c'est une vraie question. Alors, j'ai un ami qui était un des conseillers de Tony Blair et qui aujourd'hui dirige une fondation qui pèse à peu près 1 milliard de livres sterling en Angleterre, qui a commencé à essayer de réfléchir à d'autres systèmes possibles, en particulier à d'autres manières de penser ce que c'est que l'intelligence et de comment est-ce qu'on peut la développer. Donc Geoff Mulgan m'a envoyé un papier que je peux transmettre à ceux d'entre vous qui voulaient. Pour lui, il y a 3 niveaux d'intelligence individuelle.
3 niveaux d'intelligence collective, 3 niveaux d'intelligence globale qui sont en fait des miroirs l'un de l'autre. Je vais y revenir. Donc, la première chose, premier niveau d'intelligence d'après lui, c'est la capacité de résoudre des problèmes classiques. Donc ça, typiquement, c'est ce sur quoi, en tout cas, on est sélectionné quand on rentre à Polytechnique. Ceux qui ne savent pas résoudre les problèmes classiques ne rentrent pas, mais c'est à peu près la différence principale. Donc il doit y avoir d'autres niveaux d'intelligence, que les polytechniciens sont persuadés qu'ils sont très intelligents, mais c'est à peu près ça leur niveau d'intelligence. Le deuxième niveau, c'est la capacité à résoudre de nouveaux problèmes. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on n'est pas invité à faire normalement avant au moins d'arriver au niveau du master, et encore un master de recherche en général. Et puis le troisième niveau, c'est définir et résoudre de nouveaux problèmes. Donc ça, en général, on n'a pas le droit de le faire, mais en fait, c'est quand même vachement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les machines, pour revenir à elles, par définition, elles peuvent connaître tous les problèmes classiques. Donc le premier niveau d'intelligence, elles le maîtrisent complètement. Et dans certains cas, elles sont capables de résoudre de nouveaux problèmes s'ils sont suffisamment proches des problèmes précédents. Donc finalement, si on veut s'en sortir face aux machines, être capable de définir et de résoudre de nouveaux problèmes, c'est quand même un truc super important. Donc ce que je viens de dire, c'est vrai à titre individuel, mais c'est aussi vrai à titre collectif. Hein, si vous prenez une forme d'intelligence collective, par exemple l'entreprise, c'est quelque chose que vous connaissez infiniment mieux que moi, mais une entreprise, typiquement, ça résout des problèmes classiques. D'accord ? Ça doit vendre encore et encore les mêmes produits. Si c'est une entreprise innovante, éventuellement, elle résout des nouveaux problèmes. Si c'est une entreprise ultra disruptive qui est capable de, je sais pas moi, Amazon ou quelque chose comme ça, c'est capable de définir et résoudre de nouveaux problèmes. Donc, je pense que c'est aussi important de se poser ces questions-là, à titre individuel et à titre collectif. Et puis, on peut donc le penser à une échelle collective. Hein, les échelles collectives, il y en a de plusieurs sortes. Hein. Il y a les systèmes hiérarchiques classiques, et puis il y a des systèmes auto-émergents qui sont beaucoup plus bottom-up. Et en particulier, il y a des choses qui sont des formes d'intelligence globale. Et par exemple, Wikipédia, c'est une des formes d'intelligence globale. Mais en fait, ça résout un problème relativement classique. Hein, ça résout un problème de définir tous les mots du dictionnaire. Résoudre de nouveaux problèmes, il y a des boîtes qui font ça. Je ne sais pas si vous connaissez Innocentive. Combien il y en a qui connaissent Innocentive ? D'accord. Donc, Innocentive, c'est une boîte qui, si un jour vous êtes dans une boîte qui a des problèmes et qui ne sait pas les résoudre en interne, et bien, en fait, vous pouvez faire appel à Innocentive et leur demander de mettre votre problème sur le web et d'inviter la planète entière à résoudre votre problème. Et bien, en général, ça marche. Parce qu'en général, il y a plus de gens intelligents à l'extérieur de votre entreprise que dans votre entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un niveau d'intelligence globale pour résoudre de nouveaux problèmes. Par contre, pour l'instant, par exemple, il n'y a pas d'endroit pour définir et résoudre de nouveaux problèmes collectivement. Et peut-être que ça, on en a besoin, parce qu'en fait, on a quand même pas mal de nouveaux problèmes. Et donc, vu l'ensemble des crises économiques, financières, écologiques et j'en passe, il y a probablement besoin de ça. Et donc la question, c'est à qui on peut faire confiance pour résoudre des problèmes de manière nouveau et créative. Et bien en fait, aux plus jeunes. D'accord ? Donc il y a un très bon bouquin qui montre que en fait, on est tous nés chercheurs. Ça a été publié dans les meilleures revues, etc. Et donc en fait, vous êtes tous nés chercheurs vous-même, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut réactiver ce potentiel avec lequel on est né et qui n'a pas forcément toujours été super développé par notre système. Alors comment est-ce que je peux vous démontrer qu'on est né chercheur ? Il y a des publications scientifiques très sérieuses. Il y a un petit cartoon qui finalement résume assez bien les choses. Vous avez tous vu des bébés, vous l'avez tous été. Et en fait, un bébé, vous voyez, ça fait des observations. Et puis après, une fois que ça fait des observations, ça essaye de faire une hypothèse pour essayer de comprendre le monde. Et puis ça fait des expériences. Après, ça analyse les données. Et après, ça raconte ce que ça a fait. Généralement, la seule chose que ça fait pas bien, c'est dire Eureka, parce qu'un scientifique qui a fait des études dit Eureka. Mais un bébé n'a pas encore appris à dire Eureka, et pourtant, il est déjà en train de raconter ce qu'il a fait. Et puis après, il peut en parler avec ses peers, ses homologues, et les inviter à reproduire le résultat, ce qui, dans certains cas, pose des questions éthiques, en particulier dans celui-là. Et donc, il est aussi très important de former les gens en général et les scientifiques en particulier à des questions d'éthique, hein, parce qu'il y a un certain nombre de scientifiques nazis, par exemple, ou soviétiques, qui ont fait des choses qui étaient peut-être intéressantes d'un point de vue scientifique, mais pas très éthiques, très honnêtement. Donc, finalement, on est tous nés scientifiques, et il y a des gens qui ont su réactiver ce potentiel. Hein. Donc, en fait, il y a plein de citoyens qui ont des actions scientifiques. Donc, j'ai parlé de Wikipédia, que vous connaissez tous. Il y a un mouvement qui s'appelle le DIY. Qui sait ce que c'est que le DIY ?
Do it yourself, exactement. D'accord. Donc il y a des gens qui sont dans leur garage. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui bricolent dans leur garage, mais avant ils étaient déconnectés les uns des autres. Aujourd'hui, tous les garages peuvent être rentrés en résonance les uns avec les autres, et quand il y en a un qui trouve un truc sympa, ils le partagent avec les autres, et généralement ils font ça sous des formules open source, donc ça leur coûte rien, il n'y a pas de brevet, etc. Ça va super vite. Donc ça, c'est produit au départ dans l'électronique et tout un tas de choses. Aujourd'hui, ça se produit même en biologie. Hein. Il y a ce qu'on appelle le open wetware. D'accord. Et vous pouvez faire des constructions génétiques et les partager. Il y a des équipes d'étudiants. Nous, on a, par exemple, les étudiants qui travaillent avec nous au centre de recherche interdisciplinaire. Le CRI, ça veut dire en fait carrefour de rencontres intéressantes. Je vous expliquerai peut-être plus tard. Et toujours est-il qu'ils sont devenus champions du monde de biologie synthétique au mois de novembre dernier, parce qu'ils avaient utilisé ce genre de technologie pour faire des choses du genre essayer de trouver de nouveaux médicaments contre la tuberculose. Ça fait juste 40 ans qu'on n'a pas de nouveaux médicaments, alors qu'il y a des gens qui meurent de la tuberculose et on ne sait pas les traiter. Et donc ils ont essayé d'inventer une nouvelle manière de faire ça. Il y a des gens qui bidouillent des ordinateurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur Kickstarter, combien d'entre vous connaissent Kickstarter? Ok. Donc Kickstarter, c'est une plateforme où si vous avez une idée géniale, vous pouvez raconter à quel point vous êtes génial et vous pouvez demander au reste du monde de vous financer. D'accord. Donc il y a plein de gens qui créent leur entreprise aujourd'hui sur Kickstarter. Et une de ces jeunes entreprises, ils ont créé un ordinateur pour 100 $, qui est un ordinateur que vous bidouillez vous-même et les enfants peuvent l'assembler eux-mêmes. Et ça, là-haut, ça symbolise en fait qu'il y avait un Médaille Fields. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Médaille Fields? Médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. D'accord. Et ben il y a un mec qui était donc prix Nobel de mathématiques, ou l'équivalent, et qui a séché, parce que ça arrive aux meilleurs mathématiciens de sécher sur un problème. Ça faisait 3 ans qu'il séchait sur le même problème. Et il était un peu dépité. Et donc il a mis sur son blog ce qu'il avait essayé de faire, là où il avait échoué, et là où ça marchait un petit peu, mais pas trop. Dans les 3 mois, le problème a été résolu, parce que justement l'intelligence collective l'a aidé. Donc en fait, dans tous les domaines, du plus trivial au plus extraordinaire, ça peut se produire. Un autre exemple que j'aime bien, c'est ce gamin de 14 ans au Chili. Il a été pris dans un tremblement de terre un jour, et c'était une expérience relativement traumatisante. Il s'est dit, la prochaine fois, j'aimerais être prévenu à l'avance. Le Chili, c'est un long pays, et il a calculé que les ondes électromagnétiques allaient plus vite que les ondes sismiques. Et que donc, si ça se produisait loin, il avait une chance d'être prévenu si quelqu'un lui envoyait un message. Et donc en fait, il a créé un détecteur de vibrations. Et en fait, vous avez tous un détecteur de vibrations là-dessus. Encore une fois, c'est un instrument scientifique qui s'ignore, dont vous ignorez le potentiel. Donc lui, il s'est rendu compte de ça. Et il s'est dit, OK, je prends ça, et j'ai aussi un système de connexion. Et je peux transmettre le fait que je viens de détecter quelque chose qui est complètement anormal. Et donc il a créé un détecteur de ce type, qui envoie des SMS et des tweets pour prévenir qu'il y a des tremblements de terre. Et ça marche beaucoup mieux que ce que les chercheurs chiliens avaient mis au point jusque-là. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui se passent. Et en fait, il y a plein de gens qui peuvent devenir des chercheurs, y compris les patients. Et il y a des patients qui sont en fait impatients. Hein. Impatient, ça veut dire intelligent et motivé, et pas très patient, quoi. Donc être impatient, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs exemples ici. La dame au milieu, là, Sharon Terry, elle a découvert un jour que ses 2 enfants avaient la même maladie génétique. Elle n'avait fait aucune étude scientifique. Et aujourd'hui, elle a 100 publications scientifiques sur la maladie de ses enfants. D'accord. Donc c'est devenu une amie, Sharon. Et Temple, en fait, quand elle a eu 4 ans, ses parents ont été voir un médecin qui leur a dit qu'elle était autiste et qu'elle ne serait jamais capable de faire quoi que ce soit dans sa vie. Aujourd'hui, elle est professeure d'université, ce qui prouve que les professeurs d'université sont incapables de faire quoi que ce soit dans leur vie. Ou que les médecins sont capables de dire des grosses conneries. Mais Steven, c'est quelqu'un qui a très bien compris ça. Donc c'est un ami, Steven, au-delà de son nom propre. Il est qualifié de visionnaire, comme vous pouvez le voir ici, par le journal qui s'appelle Science, qui est la meilleure revue scientifique américaine. Et donc Steven est visionnaire parce qu'il s'est rendu compte que... Donc il est médecin, ensuite il a travaillé avec des prix Nobel, il a fait de la super recherche, ensuite il a créé une start-up, il l'a vendue à 1 milliard, ensuite il a travaillé pour Merck, qui lui a filé tous les moyens qu'ils avaient pour essayer d'avancer sur le cancer. Et il s'est rendu compte qu'en fait, rien de tout ça ne fonctionnait vraiment. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 25 nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché tous les ans. Et il y a 5000 pathologies qui ne sont pas soignées. D'accord ? Donc vous voyez qu'à ce rythme-là, on en a pour à peu près 200 ans pour résoudre les problèmes. Donc Steven s'est dit que c'était juste inacceptable vis-à-vis des patients.
Et il a essayé de créer un système où on utilise l'intelligence collective pour travailler tous ensemble. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche biomédicale, ça marche en silo. Et que les différentes disciplines, et même au sein d'une même discipline, les différents laboratoires ne collaborent pas comme ils le devraient. Ils ne partagent pas leurs données, ils enferment tout ça dans des congélateurs ou éventuellement dans des ordinateurs, et ils ne partagent pas. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement ouvert ça. Il a invité les patients à lui donner des données, en les anonymisant, et il a invité des communautés entières à faire ce que Innocentive fait, c'est-à-dire à résoudre les problèmes de manière ouverte. Donc, ce qu'on appelle de l'open innovation. Voilà, donc en fait, Steven, Sharon ou Temple, c'est des gens qui justement ne manquent pas d'imagination, qui sont capables de repenser les choses. Alors ça va même plus loin que ça. Il n'y a pas seulement ces gens-là, il y a aussi les gamers qui peuvent devenir des chercheurs. D'accord ? Combien d'entre vous sont des gamers ? Ouh, il n'y en a pas beaucoup qui l'avouent. Hein. Ou alors vous êtes vraiment à l'essai que vous contre-sélectionnez les gamers. C'est possible. C'est dommage parce que les gamers sont capables de résoudre des problèmes, y compris des problèmes nouveaux. Là, par exemple, le problème, c'était de réplier une protéine. Cette protéine, c'est une protéine qui est liée au sida. Et en fait, ça faisait plus de 10 ans que les chercheurs séchaient sur comment replier cette protéine. Et ben, en transformant le repliement de protéines en un jeu, et en invitant, en l'occurrence, il y a plus de 300 000 joueurs qui ont joué à ce jeu, il y en a qui ont su résoudre la structure de ces protéines collectivement. D'accord ? Et le repliement de protéines, je peux vous dire, c'est un problème scientifique qui est tout sauf trivial. Mais c'est typiquement un endroit où on a mis des machines et des hommes en synergie avec des programmes intelligents qui en l'occurrence sont des jeux, où les règles du jeu reprennent toutes les règles de la science et permettent aux gens de résoudre ces problèmes collectivement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'organiser une compétition qui a eu lieu en décembre, qu'on a appelée iGame for Education and Research. Et on avait déjà pour la première participation 20 équipes, donc on était contents, et qui venaient du monde entier, et qui ont proposé des premiers jeux pour inventer de nouvelles manières d'apprendre ou de faire de la recherche. Il se trouve que le gagnant avait proposé un truc qu'il a appelé MoveWino, c'est un capteur qui permet de connaître ses propres mouvements. Hein, ça a un accéléromètre. Vous voyez, un accéléromètre, ça tient dans votre téléphone, donc ça tient sur des choses très petites. Et puis, il y a du Bluetooth et ça transmet les données. Et vous pouvez mesurer tous les mouvements que vous faites ou tous les mouvements que n'importe qui autour de vous fait, votre chien. Savoir, par exemple, une question fondamentale, c'est de savoir que fait votre chien pendant que vous êtes parti pendant la journée. D'accord ? Et donc, en fait, vous pourriez le savoir avec ce genre de détecteur. Et vous pouvez le faire transformer en un jeu. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de prédire ce que fait votre chien, ce qui va dormir plus ou moins aujourd'hui qu'hier. Et en fait, on a bâti un labo qui est un labo qu'on appelle Open Lab, un labo ouvert, où on utilise toutes ces technologies ouvertes pour inviter les gens à faire ensemble des choses qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Et donc c'est une espèce de garage ouvert à tous ceux qui veulent venir. Et là, par exemple, c'était un jeune médecin qui était venu et qui a travaillé avec un physicien et un électronicien à développer un capteur qui mesure les fréquences cardiaques. Et avec ce niveau de résolution, c'est typiquement un capteur qui coûte à peu près 5 000 € dans les hôpitaux. Et là, ça coûte 200 fois moins cher. D'accord. Et pourtant, ça marche à peu près. Enfin, c'est la même chose à 0,001% près. D'accord. Donc, si vous voulez plus de précision, vous pouvez payer 200 fois plus cher, mais ce n'est pas une obligation absolue. Et on voit bien que ça peut servir à tout un tas de choses. Et donc on peut imaginer plein d'applications médicales, mais on peut aussi imaginer des jeux où vous devriez apprendre à contrôler votre cœur pendant que vous êtes en train de jouer et de vous faire tirer dessus, par exemple, ou tout un tas d'autres choses. Donc en fait, il y a plein d'endroits qui sont comme ça devenus des lieux de recherche. Et en particulier, les classes peuvent devenir des lieux de recherche. Donc ça, c'est une classe qui est dans un quartier défavorisé à Bagneux, ce qu'on appelle une ZEP éclair. Vous savez ce que c'est qu'une ZEP éclair ? C'est les ZEP qui sont les plus défavorisés, grosso modo. Votre directeur, Jean-Michel Blanquer, que je salue au passage, même s'il n'est pas là, peut-être qu'il verra la vidéo un jour, s'est beaucoup intéressé à essayer de changer ce qui se passe dans ce genre de classe. Et donc ça, c'est une classe où il y a... Ça, c'est un chercheur, ça aussi, qui sont venus discuter avec les enfants et leur expliquer la démarche de recherche en leur donnant des degrés de liberté. Les meilleurs systèmes éducatifs sont typiquement des systèmes dans lesquels on crée des cadres de liberté. Ça paraît être un oxymore, un cadre de liberté, mais fondamentalement, quand on vous met en rang au garde à vous, c'est pas complètement la liberté. Si vous avez complètement l'anarchie, c'est pas non plus complètement cadré, mais si vous êtes dans un état intermédiaire, et c'est des systèmes qui fonctionnent très bien. Par exemple, en Finlande,
Si vous êtes dans une classe finlandaise, vous voyez les enfants qui se lèvent quand la maîtresse rentre. Donc ça, je trouvais ça super cadré, moi. J'étais assez impressionné, parce que je ne pensais pas que c'était comme ça. Et puis au bout d'un moment, la maîtresse dit quelque chose en finlandais, vous comprenez rien évidemment, et les enfants se lèvent et commencent à dire Hello, my name is Petra, what is your name? Et en fait, elle leur a demandé de se présenter les uns aux autres, et c'est un mouvement brownien, c'est du jazz en fait, c'est de l'impro complète entre les enfants. Et elle redit un truc, et hop, tout le monde se remet à sa place. Puis elle redit à nouveau un truc, et ils commencent à dire My favorite ice cream is... Et ils se retournent les uns vers les autres, et ils échangent sur leur glace. Et après, hop, elle les remet à nouveau. Donc c'est l'intermédiaire entre l'orchestre symphonique et le jazz. Donc c'est ça le cadre de liberté. Donc je ne sais pas combien de fois ça vous arrive ici, mais c'est des choses qui peuvent se produire. Et en fait, quand ça se produit, généralement, c'est que les enseignants eux-mêmes sont devenus des scientifiques ou des chercheurs qui sont en train d'explorer des choses. Céline Alvarez, elle a fait un super TED Talk il y a quelques mois à Grenoble. Et tiens, qui connaît TED ici? Ouais. Bon, je vous encourage, ceux qui ne connaissent pas, à y aller, quoi. Mais donc, elle a fait un super TED, vous pouvez aller le voir. Et en fait, elle travaille aussi dans une zone super défavorisée, à Gennevilliers. Et dans sa classe, c'est typiquement un environnement où, quand on sait lire à 10 ans, on a encore un espoir de faire des études. Et dans sa classe, en fait, en maternelle, ils savent tous lire. Non seulement ils savent tous lire, mais ils savent tous compter jusqu'à 1000, enfin ils savent tous des choses incroyables. Moi je suis allé dans cette classe, je crois que Jean-Michel aussi, et c'est assez étonnant, mais c'est juste parce que c'est une enseignante qui, vous le voyez, elle est en pleine observation, en train d'observer ses élèves, et d'essayer de comprendre comment faire pour les accompagner. Alors une des choses qu'elle a compris, et que les systèmes éducatifs n'ont pas toujours bien compris, c'est que pour pas se casser la figure, il faut vous donner des choses qui sont au bon niveau. Si je vous mets un môme sur une piste noire verglacée, il va être dégoûté du ski assez vite. Donc ce qui compte, c'est de vous donner des choses qui sont au bon niveau. Et ça, typiquement, les concepteurs de jeux, ils ont compris. C'est-à-dire qu'ils vous donnent, les premiers niveaux sont faciles, et puis ça devient difficile au fur et à mesure. Et un des endroits que j'aime bien par ailleurs, en fait, n'a pas vraiment compris ça. Et cet endroit, c'est Wikipédia. Wikipédia a été bâti sur le modèle de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qui est représentée ici. Et en fait, c'est un modèle qui est profondément platonicien. Vous vous souvenez peut-être de Platon, qui disait qu'il y avait le monde des idées, et que ce qu'il fallait, c'était se rapprocher autant que possible du monde des idées. Et que la réalité n'était pas terrible. D'ailleurs, même Diderot disait, il ne faut pas peindre une femme, il faut peindre la femme. Donc je ne sais pas combien d'entre vous, mesdames, se sentent concernés par ce genre de point de vue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Wikipédia aujourd'hui, par exemple, sur la page de l'allaitement maternel, c'est essentiellement des hommes qui contribuent. Donc j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai pas tout compris quand j'ai lu. » Et que ça ne me parlait pas. Et donc en fait, il y a quand même un problème par rapport à ça. Donc c'est une vision très idéaliste du monde. Et en fait, il y a quelqu'un qui a proposé une autre vision qui s'appelle John Dewey. John Dewey, c'était un philosophe et un de ceux qui a repensé l'éducation aux États-Unis. Et John Dewey, en fait, il avait lu l'encyclopédie, il avait lu Platon, et il avait lu Darwin. Et Darwin disait que les chevaux évoluent. Et alors il dit, donc il y a le monde parfait des chevaux, et puis il y a les chevaux qui évoluent. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les chevaux n'existaient pas, mais dans le monde parfait, les chevaux existaient déjà. Donc ça lui a paru relativement incohérent. Et il s'est dit qu'en fait, ce qu'il fallait, c'était penser que que les chevaux évoluaient, et que donc les idées des chevaux devaient évoluer, et que suivant ce qu'on voulait faire, il fallait utiliser différentes visions du cheval. Et donc en fait, il a développé une philosophie qu'on appelle pragmatique, qui dit, pragmatiquement, il y a des chevaux qui sont plus utiles que d'autres à certains moments. Et il a encouragé en fait la diversité des idées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées plus précises que d'autres dans certains moments, mais en tout cas, il y a un débat. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut repenser Wikipédia, par exemple, à partir de là? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une seule vision de l'allaitement maternel, ou typiquement une seule vision de Napoléon, il n'y a qu'une seule vision de Napoléon. Moi, je suis corse, je peux vous dire que je n'ai pas la même vision de Napoléon que le reste de la planète. Et les Anglais n'ont pas la même vision que les Français, pour certaines raisons, qui m'échappent. Et donc, on voit bien que si on était capable, par exemple, de traduire la vision de Napoléon de Wikipédia en anglais, en allemand, en italien ou en espagnol, en français, et qu'on invitait les étudiants en histoire et en géo à travailler sur la vision de Napoléon vue par différentes personnes, on aurait peut-être des manières de repenser nos relations avec nos voisins et tout un tas de choses. Et c'est évidemment vrai pour tous les conflits. Donc en fait, on est en train d'essayer de repenser Wikipédia, pour le coup, et d'imaginer un Wikipédia qui s'écrirait comme ça. Oui,
nous, sommes la clé. Et pedia, c'est le jeu en fait, en grec, hein, pedzo. Donc en fait, est-ce qu'on peut réinventer ça? Une des manières de le faire, ce serait d'inviter en fait les étudiants que vous êtes, et puis tous les étudiants en général, à éviter de faire ce truc qui est assez abject en fait quand on y pense, c'est de finir par mettre les devoirs qu'on vous a donnés à la poubelle. D'accord. Et en fait, c'est terrible. Mais moi qui suis un fétichiste, j'ai gardé tous mes devoirs. Mais honnêtement, ça ne me sert à rien. D'accord. Et donc, si on vous donnait comme devoir, par exemple, à chaque fois que vous faites, je sais pas, un sujet ou un autre, d'aller voir la page Wikipédia correspondante et de l'améliorer, en français ou en anglais ou dans une autre langue, si vous en parlez d'autres, vous auriez fait quelque chose qui survivra à votre poubelle. Donc en fait, on peut inviter les étudiants à contribuer à faire ça. Et on peut inviter les étudiants de niveau universitaire à le faire pour les lycéens à le faire pour les collégiens, et les collégiens à le faire pour les élèves des primaires. Et ceux d'élèves primaires à faire des dessins pour les plus jeunes éventuellement. Donc on peut en fait créer toute une cascade de connaissances comme ça. Et on peut aussi inviter les gens en fait à avoir des cartes de connaissances. Hein, quand vous faites du ski, vous aimez savoir où vous voulez aller, il y a des pistes qui sont plus faciles que d'autres et vous voudriez savoir. Et en fait, quand vous êtes sur Wikipédia, on ne vous dit pas qu'il y a des pages plus faciles que d'autres. Hein, clairement, vous prenez les pages de maths, je suis sûr qu'il y en a que vous comprenez, quoi, genre la multiplication, l'addition, peut-être les nombres premiers, et puis il y en a que vous aurez peut-être plus de mal. Et donc autant le savoir. Et donc autant avoir des recommandations, par exemple, quand vous êtes sur Wikipédia, ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Hein, Amazon vous fait des recommandations de bouquins. Wikipédia ne le fait pas. Mais Amazon, il y a un truc qu'ils ne font pas, c'est des recommandations de gens. Hein, Amazon vous a jamais dit, tiens, il y a sur le campus de l'ESSEC quelqu'un qui a lu le même bouquin et qui est un mec vachement sympa, vous devriez aller discuter avec lui. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que s'ils le faisaient, au lieu d'acheter un bouquin, vous emprunteriez celui au mec super sympa. Donc évidemment, ça ne va pas le faire. C'est pas leur intérêt. Et on voit bien que l'intérêt individuel et l'intérêt commercial n'est pas forcément le même. Et pourtant, en fait, on pourrait très bien, sur Wikipédia ou sur d'autres sites, créer des sites de recommandations, non seulement de contenu, mais aussi de gens. Et vous pourriez découvrir tous les gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, non seulement sur le campus de l'ESSEC, mais, sait-on jamais, sur le campus de l'université de Cergy-Pontoise, ou même sur Paris, ou même ailleurs dans le monde. On ne sait jamais. Et peut-être que vous seriez capable de faire ensemble des choses que vous ne pourriez pas faire seul. Donc ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc c'est ce genre de choses qu'il faudrait contribuer à imaginer. Et puisqu'on y est dans les analogies avec le ski, une des choses qui est quand même super au ski, c'est de faire du hors-piste. Alors on sait que c'est dangereux, hein, vous avez vu, ça arrive même aux champions du monde de se prendre une gamelle, quoi. Surtout quand c'est pas leur domaine d'expertise. Et donc c'est dangereux le hors-piste. Et tant qu'à faire, il vaut mieux pas y aller seul. D'accord. Donc typiquement, vous découvrez qu'il y a une maladie génétique dans votre famille, vous allez voir la page Wikipédia correspondante, tout d'un coup vous vous dites « Oh là là, j'espère que c'est pas trop grave parce que j'ai rien compris et néanmoins vous aimeriez pouvoir faire avancer la recherche. Donc on voit que c'est pas facile, mais si vous le faites ça tout seul, c'est super dur. Je vous ai raconté qu'il y a au moins une femme qui l'a fait, et évidemment elle l'a pas fait toute seule. D'accord. Et donc en fait, on pourrait avoir des outils qui nous aident à repérer les gens qui s'intéressent aux mêmes problèmes que soi et à travailler ensemble. Alors, je vous ai dit que la connaissance, c'était quelque chose qui croissait de manière exponentielle, donc c'est difficile de tout savoir. Donc vous avez beau être des super étudiants, super vitaminés, vous ne savez qu'une petite fraction de ce qu'il y a à savoir. Et donc comment est-ce que, si on ne sait pas tout, on peut commencer à résoudre des problèmes? Et ben en fait, ça marche parce que même si le volume des connaissances est énorme, en fait, la profondeur des connaissances en nombre de pourquoi est très faible. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez un enfant qui vous demande pourquoi l'eau ça mouille, déjà, si vous savez répondre, c'est que vous êtes de bons physiciens. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sauraient répondre à cette question d'ailleurs. Oui, ok. Donc c'est pas très évident. Hein, pourquoi le ciel est bleu? Il y a plein de questions d'enfants comme ça où beaucoup d'adultes ne savent pas répondre. Mais en fait, même si vous prenez un bon physicien qui sait répondre à pourquoi l'eau ça mouille, l'enfant, s'il lui dit pourquoi, il faut un très bon physicien pour qu'il réponde à partir de là. Et s'il sait encore répondre au deuxième ou au troisième pourquoi, c'est qu'il est prix Nobel de physique. Et au quatrième pourquoi, il n'y a juste plus personne. Donc en termes de profondeur, de connaissances en nombre de pourquoi, hein, si votre mesure c'est le nombre de pourquoi, en fait c'est très faible. Donc en fait on peut très facilement arriver aux frontières des connaissances. Moi je l'ai vu avec mes enfants. En fait quand mon fils est arrivé à l'école, sa maîtresse m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était une maladie génétique qu'on avait dans la famille, mais ça n'a pas marché, quoi. Donc en fait, on n'a pas le droit dans le système scolaire de poser des questions. Et je trouve ça dramatique
non seulement pour la recherche, mais aussi en tant que citoyen. Je trouve qu'un endroit où on n'a pas le droit de se poser des questions, c'est terrifiant. Là, je reviens d'Israël. En fait, les Israéliens, on leur apprend à se poser des questions à longueur de journée. Le soir, quand ils rentrent, on leur demande pas c'est quoi votre note. On leur dit tiens, aujourd'hui, est-ce que tu as posé une question à ton prof et il ne savait pas répondre. Et ben aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un très bon bouquin sur Israël qui s'appelle Startup Nation. Je vous encourage à lire ça parce que avant que la France soit un pays de start-up, il faudrait qu'on commence à se poser des questions justement. Et donc, voilà. Donc je vous ai dit que les enfants étaient capables de faire des choses assez incroyables. Je voudrais essayer d'étayer en allant un peu plus loin. Le monsieur qui est là, ce monsieur s'appelle Seymour Papert. Il était prof au MIT. À la fin des années 60, début des années 70, il a invité des enfants à utiliser des robots et à programmer ces robots. D'accord. Et en fait, les enfants étaient capables de le faire. Aujourd'hui, il y a un truc qui est un peu en droite ligne de ça, qui s'appelle Scratch. Scratch, c'est un endroit où des enfants peuvent programmer très facilement. Ça, c'est une boucle de programmation que vous voyez symbolisée ici. La jeune fille que vous voyez là-haut, c'est devenu une star sur YouTube. Si vous cherchez Sylvia Awesome Maker Show, vous verrez que cette jeune fille a été invitée par Barack Obama à la Maison-Blanche, du haut de ses 11 ans, parce qu'en fait, elle avait fait plusieurs découvertes, dont une, elle voulait faire un bijou qui clignote au rythme de son cœur. C'est quand même un problème technique fondamental, mais voilà, c'est très poétique. Et en fait, elle a réussi à résoudre le problème technique, d'accord, ce qui n'est pas complètement trivial. Et après, si vous voyez la vidéo d'elle et de Barack Obama, vous verrez qu'il y a un iPad, et il y a Barack qui dessine sur l'iPad, et puis il y a une imprimante qui imprime le dessin, mais en pastel, d'accord, parce qu'elle aimait beaucoup les pastels. Donc elle met son iPad, elle aimait les pastels, et elle a réussi à inventer une interface qui passe directement de l'un à l'autre. Et donc elle a inventé plein de trucs comme ça, et elle raconte sur YouTube ce qu'elle fait. Donc en fait, des Sylvia, il pourrait y en avoir plein. Simplement, ce qu'il faut, c'est encourager les mômes, et c'est peut-être eux qui vont résoudre tous les problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Je ne sais pas si vous savez quel est l'âge des plus jeunes auteurs de publications scientifiques, mais en fait, ils ont, c'est marqué là, 8 ans. D'accord. Moi, je pensais qu'il fallait avoir fait des longues études pour résoudre de nouveaux problèmes. D'accord. Et bien en fait, non. Vous pouvez résoudre de nouveaux problèmes dès l'âge de 8 ans. Et en fait, c'est des problèmes où évidemment, ils s'étaient posé eux-mêmes la question. Donc cette capacité-là, elle est présente très tôt. Hein, vous voyez, c'est une école, primary school, leur école. D'accord. Il y a un auteur plus âgé qui vient de l'University College, qui s'appelle Bo Lotto. Il fallait inventer son nom, mais c'est vrai. Et son fils qui est là, qui s'appelle Michael Lotto. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y a des jeunes auteurs de publications scientifiques, c'est des gens qui sont des enfants de chercheurs. D'accord. Et ce papier montre qu'il y a de plein d'autres enfants qui sont capables de le faire, donc c'est pas complètement génétique. D'accord. Et ce qu'ils ont montré aussi, et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, c'est que donc, les abeilles, ça reconnaît les couleurs, et pas seulement les couleurs, mais aussi les patterns des couleurs. Mais aussi, ils ont découvert que la science, c'est cool et fun. Et ben, vous le croyez ou pas, les chercheurs s'en étaient jamais rendus compte. En tout cas, ça n'avait jamais été publié. Et donc, c'est intéressant parce qu'au départ, quand Bo leur a demandé si c'était bien la science, s'ils aimaient ça, ils ont dit bah. D'accord. Ce qui est probablement votre réaction si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous n'aimez pas tellement la science. Et donc, après, il leur a dit, mais en fait, vous savez que la science, c'est un jeu. Ils ont dit, ah bah non, on ne nous avait pas dit. Et donc, il leur a dit, est-ce que vous voulez jouer? Et là, évidemment, ils étaient intéressés. Et puis, de fil en aiguille, ils ont essayé de se comprendre à quel jeu jouaient les abeilles, et ils se sont demandé si les abeilles, ça jouait au sudoku. Et puis, ils se sont rendus compte que peut-être pas, mais ils se sont demandé si, comme un sudoku, c'est un pattern, c'est un motif, ils se sont demandé si les abeilles savaient reconnaître les motifs. Et donc, en fait, ils ont démontré que c'était vrai. Et c'était les premiers à le faire. En fait, donc ça se passe dans les endroits relativement aisés en Angleterre. Et on a voulu voir ce qui se passait dans une ZEP éclair à Bagneux. Donc ça, c'est l'enseignante qui l'a fait, qui s'appelle Ange Ansour. Et vous pouvez aller... il y a encore leur compte Twitter, c'est un compte de l'année dernière. Et donc ça, c'est que des photos qui sont issues de ce truc-là. Et donc en fait, ces enfants ont travaillé sur les fourmis. Et en fait, il y a eu un laboratoire de fourmis qui a été installé dans la classe. Hein, c'est par les chercheurs dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Et en fait, ils ont posé des questions du genre, est-ce que quand les fourmis ont leur nid qui se dessèche, est-ce qu'ils vont vers des nids sombres ou lumineux? Donc ça, c'était une question de recherche d'actualité sur laquelle travaillaient les chercheurs dans leur labo. Donc ils ont reproduit cette manip, et puis assez vite, ils se sont rendus compte qu'il se passait d'autres choses qu'en fait les chercheurs n'avaient jamais observées. En particulier, ils se sont rendus compte que les fourmis étaient capables de créer des murailles à l'entrée devant la fourmilière.
Et donc les chercheurs leur ont dit, mais c'est bizarre ce truc, on parie que c'est en fait des déchets de l'intérieur que les fourmis ont mis là. Et en fait les enfants ont démontré que c'était pas vrai, que les fourmis prenaient des choses de l'extérieur et qu'elles le mettaient là. Et donc à la fin de l'année, ils sont venus présenter aux chercheurs et puis dans notre centre de recherche. Et quand ils ont fait ça, on leur a demandé, mais alors en fait, vous avez le droit de poser des questions. Ils ont dit, bah au début de l'année, on nous avait dit qu'on pouvait poser des questions, mais nos parents, certains en tout cas, nous ont dit que la curiosité était un vilain défaut. Et donc il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on avait le droit de se poser des questions ou pas. Finalement, on l'a fait quand même parce que à l'école, on était obligé de poser des questions, alors on l'a fait quoi. Et puis en fait, c'était sympa, donc on s'est pris au jeu. Et puis, alors on dit, bah, quand vous avez des questions, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, bah, on peut regarder dans les livres, mais vous savez quoi? En fait, dans les livres, il n'y a pas tout. Il n'y a pas toutes les réponses. Alors on peut aller sur Internet, il y a plus de réponses, mais des fois, les réponses ne sont même pas fiables. Je vous rappelle, ils ont 9 ans et ils viennent de milieux super défavorisés. Et après, ils disent ouais, alors des fois, quand on ne trouve pas sur Internet, on peut demander aux experts. Et bien en fait, vous savez quoi? Et ben les experts, ils ne savent pas tout non plus. Et même des fois, ils se trompent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et bien dans ces cas-là, on fait une expérience. D'accord. Et donc voilà, je pense qu'ils ont compris quelque chose d'important. À la fois, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont progressé non seulement en sciences, évidemment, mais aussi en maîtrise du français, maîtrise de l'anglais aussi, parce qu'ils tweetaient en français et en anglais. Et certainement dans leur capacité à travailler de manière collective, ce qui est typiquement pas un truc qu'on mesure dans les écoles françaises, mais qui me semble important. Donc ils ont compris quelque chose comme ça, c'est qu'aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous. Et que donc tous ensemble, on peut arriver à faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Ils ont aussi compris que pour voir loin, il faut grimper sur les épaules de géants. Ça, c'est une citation de Newton et de quelques autres. Mais c'est une citation qui est essentielle en sciences. Et donc, ils ont compris que, comme ça, ils pouvaient monter sur les épaules des adultes ou d'autres enfants et commencer à voir très loin. Et donc voilà, donc ça a tellement bien marché qu'ils sont passés dans le New York Times, mais ça, ils s'en foutaient complètement. Ils sont passés dans le journal de Bagneux, et ça, c'était vachement important pour eux. Et donc ça s'est su, et la mairie de Paris nous a demandé de répéter cette expérience, et donc on est en train de la répéter dans 20 écoles parisiennes. Et en fait, la mairie a été vraiment gentille avec nous, parce qu'ils nous ont donné 6000 m² dans le Marais. Donc c'est moins bien situé que Cergy-Pontoise, évidemment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des glaces Bertillon pas très loin, donc on peut quand même se nourrir. Et donc en fait, c'est un lieu où on invite tous ceux qui veulent changer la manière dont on apprend, dont on enseigne, dont on fait de la recherche, et qui s'intéressent donc à ce qu'on appelle les choses que j'ai présentées tout à l'heure, sans les citer. Donc c'est l'open science, l'open technology, l'open education. Et en fait, on voudrait lancer un truc qu'on a appelé Open Fiesta. D'accord. Et donc Fiesta, c'est la faculté pour l'innovation, l'éducation, la science, la technologie et les arts. Et donc on voudrait inviter comme ça des gens à faire la Fiesta et à travailler ensemble. Et donc on a un certain nombre de diplômes qui nous ont été confiés, enfin on s'est un peu battu pour pouvoir les monter, mais c'est des diplômes où les étudiants peuvent définir eux-mêmes leurs projets et travailler ensemble et faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Voilà, je pense que je vais m'arrêter et prendre quelques questions. Merci. C'est le problème du premier rang, c'est qu'on se sent obligé de poser des questions. Je me lance sur une première question comme ça. Ouais, place aux jeunes, on ne sait jamais. Oui, donc si j'ai bien compris, l'intelligence collective, c'est plus que la somme des intelligences individuelles. D'accord. Mais est-ce que vous pourriez réexpliquer la différence entre intelligence collective et intelligence globale? L'intelligence collective locale, si tu veux, c'est typiquement, tu prends le premier rang et tu as déjà une forme d'intelligence collective. Si tu prends toute la salle, c'est une forme d'intelligence collective de niveau supérieur. Et si tu prends global, c'est l'ensemble de la planète. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Bon, vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez, y compris comme une question. Hein. Vous avez le droit d'imaginer un titre à cette conférence.
Bonsoir, vous avez Bonsoir. parlé du système éducatif français et on a été nombreux dans la salle à dire qu'on n'était pas forcément satisfait de ce qui se faisait aujourd'hui. Si vous aviez une baguette magique et que vous puissiez changer quelque chose dans le système éducatif français aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? J'encouragerais le questionnement déjà. Je pense qu'au moins depuis Socrate, on sait que c'est quelque chose d'important. Mais on sait aussi que Socrate a mal terminé. Donc en fait, l'accès à la connaissance, c'est pas toujours quelque chose qu'on cherche à promouvoir. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que comme les machines connaissent toutes les choses du passé, ce qui leur manque le plus, c'est l'imagination. C'est pour ça que je pense que le thème de cette semaine est relativement bien choisi. Mais je pense qu'il faut encourager cette imagination, cette créativité. Hein, j'ai eu le plaisir d'interviewer quelqu'un dont le livre vient d'être traduit en français, qui s'appelle Sir Ken Robinson. Qui connaît Sir Ken Robinson? Oui. Ben, je vous encourage les autres à aller le connaître. Il a fait un TED Talk, je crois qu'il y a genre 100 millions de viewers. Enfin, c'est hallucinant, c'est le record mondial. Et en fait, il parle de... Je crois que le titre, c'est « Why School Kills Creativity ». Si je vous traduis... Bon, je pense que vous devez y arriver. Donc c'est ça le problème, d'accord? Je pense. Donc ce qu'il faut, c'est mettre la créativité au cœur. Et ce qui explique Sir Ken Robinson dans ses bouquins ou dans l'interview que j'ai pu faire avec lui, c'est que la créativité, ça s'apprend. D'accord? C'est pas juste une baguette magique, une muse qui vient pendant la nuit. C'est pas juste réservé à une élite de gens qui auraient une combinaison génétique particulière. Non, chacun d'entre nous peut le faire. Chacun d'entre nous peut le développer. Et collectivement, on peut faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et que donc, il faut apprendre à travailler collectivement. C'est pas exactement ce pourquoi on est sélectionné dans le système français. D'accord? Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est relié à ça, c'est le droit à l'erreur. Moi, j'ai fait ma thèse en fait sur l'évolution du taux d'erreur. Et ce que j'ai montré, c'est que en fait, quand ça va mal ou quand le monde a changé autour de vous, la seule manière de s'en sortir, c'est d'autoriser les erreurs. D'accord ? Et donc, on voit bien qu'on a un système éducatif assez fondamentalement, c'est un système qui reproduit. D'accord ? Les générations précédentes pensent qu'elles ont toutes les solutions et elles cherchent à les transmettre à la génération qui suit. C'est ça fondamentalement le système éducatif. C'est pour ça que je préfère... on a une chaire de l'UNESCO maintenant qu'on vient de nous octroyer, et c'est sur les sciences de l'apprendre, c'est pas sur les sciences de l'éducation. Je ne sais même pas très bien ce que... donc ça veut dire qu'on essaie de partir de ceux qui sont nés au XXIe siècle. Je suis désolé, vous êtes un peu trop vieux pour nous. Et on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler avec ces gens nés au XXIe siècle pour réinventer ce que veut dire qu'apprendre au XXIe siècle. Parce que c'est assez radicalement différent de ce que ça voulait dire dans les siècles précédents. Et en fait, ceux qui le savent le mieux, c'est ceux qui sont nés avec ce genre d'outils dans la main. Et donc comment est-ce qu'on peut les accompagner? Parce que donc on peut encourager leurs erreurs, mais en même temps, il faut les encourager à apprendre de leurs erreurs, par exemple. D'accord? L'idée, c'est pas juste de faire des erreurs pour faire des erreurs. Et donc en fait, les adultes n'ont pas forcément toutes les réponses. Contrairement à la vision traditionnelle où savoir rime avec pouvoir, où on refuse les questions, ne serait-ce que pour pas dire bah, je ne sais pas, parce que c'est quand même... Et pourtant, Socrate savait qu'il ne savait pas, et c'est pour ça que c'était le plus sage de tous les Grecs. D'accord ? Donc si on avait des enseignants qui étaient sages, ils pourraient dire mais je ne sais pas. Mais par contre, on peut ensemble essayer de chercher la solution. Et ce que les adultes savent, c'est qu'il y a des endroits où on peut trouver des solutions préexistantes, et puis il y a aussi des process qui permettent de découvrir des solutions nouvelles. D'accord. Et ça, c'est des process qui sont relativement simples. Je les ai exposés rapidement tout à l'heure. C'est à la portée d'un enfant dès sa naissance, en fait. Ce côté expérimenter, analyser, faire des hypothèses, imaginer des solutions et voir si ça marche ou pas. Et échanger à partir de là. Donc, c'est des choses qui sont en fait des jeux d'enfants. Mais si les adultes sont là pour canaliser le mouvement, pour créer ce cadre de liberté, parce qu'on sait aussi, je ne sais pas si vous avez lu Sa Majesté des Mouches, mais voilà, il y a des environnements enfantins qui ne sont pas forcément tous très productifs. Et donc on a besoin d'accompagner les enfants. Et typiquement, les enfants ne vont pas apprendre des machines l'éthique. Ils ne vont pas apprendre l'empathie, ils ne vont pas apprendre tout un tas de choses. Donc la Khan Academy, c'est très bien, on peut apprendre des maths, mais on ne va pas apprendre tout un tas d'autres choses. Tiens, qui connaît Malala dans la salle? Bon, très bien. Si vous avez une question sur Malala, je veux bien la prendre. Sinon, vous avez le droit de poser une autre question aussi. Il y a une autre question ici, mais c'est qui Malala? Non, mais je prends une autre question d'abord et puis... C'est qui Malala? Bravo. Il y a une autre question là après. Mais donc Malala, c'est une jeune Pakistanaise
qui, à partir de l'âge de 11 ans, a commencé à décrire ce qui se passait dans sa vallée au fin fond du Pakistan. Et c'était une vallée où il y a eu 500 écoles détruites par les talibans. Et quelques années plus tard, elle a été flinguée par les talibans. Elle a miraculeusement survécu et elle a été invitée aux Nations Unies pour expliquer son combat et pourquoi elle le faisait. Et ce qu'elle a dit, c'est que si elle avait eu l'occasion de discuter avec celui qui lui a tiré dessus, elle lui dirait que, en fait, pourquoi est-ce que c'était si important pour elle l'éducation ? Pour les filles et pour tout le monde, etc. Elle aurait voulu pouvoir lui parler. Et elle a refusé de se faire protéger, etc. Enfin, c'est assez... si vous regardez ces interviews, c'est juste super poignant et très parlant. Mais la question, donc, c'est comment est-ce qu'on peut aider les Malala du monde ? D'accord. Et donc je pense qu'il y a vraiment, enfin en tout cas pour moi c'est devenu un devoir que je me suis donné à moi-même, mais c'est vraiment important d'être capable d'accompagner la nouvelle génération à développer son potentiel et pas juste à profiter du fait qu'on a eu l'occasion de vivre dans un environnement plus favorable que d'autres et de rentrer dans des écoles plus favorables que d'autres. Sinon, j'ai une autre question sur la présentation. Ouais. En fait, la vraie question. En fait, vous parlez d'intelligence collective et donc d'open innovation. Mais dans le cas en fait, où on travaille, est-ce que ça fait appel aussi aux notions de travail en collaboration, où en fait, on sait qu'il y a des tailles optimales de travail en groupe et où en fait, voilà, l'appel à l'intelligence de plusieurs personnes a parfois des effets néfastes sur les résultats qu'on attend. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est vrai, ça dépend des circonstances. C'est ce que j'essayais d'expliquer trop brièvement tout à l'heure sur le jeu d'échecs. C'était à peu près le même nombre de gens qui jouaient, mais simplement quand on a changé un tout petit peu les règles du jeu et qu'on a mis un espèce de maître du jeu, en l'occurrence une gamine de 15 ans, on a pu passer de la bêtise collective à l'intelligence collective. Donc en fait, je pense que c'est des vraies questions de recherche sur lesquelles on n'a pas les réponses dans le cadre général. Ça dépend des sujets, ça dépend de la manière dont on accompagne les gens. Et c'est sûr que des fois, un groupe fonctionne beaucoup moins bien qu'un individu. Il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, et ça dépend effectivement du nombre. Et donc, il y a probablement des nombres optimaux pour au moins certaines questions. Mais ce qui est intéressant avec les outils numériques, c'est qu'au moins certains ont permis de faire des choses qui passent à l'échelle facilement. Typiquement, Wikipédia, ça passe à l'échelle, même si je vous ai expliqué que je pensais que c'était très bien, mais qu'on pouvait faire encore mieux. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Je peux vous passer mon micro, mais... Alors, est-ce que le monde politique est réceptif à votre message ? C'est une bonne question. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 5 ans, l'OCDE m'a demandé d'écrire un rapport sur le futur de l'éducation, pourquoi est-ce que la créativité et l'innovation, c'était important. Et donc, j'ai eu l'occasion d'écrire ce truc-là. À l'époque, Le Monde avait décidé de faire un cahier spécial pour raconter ce qui était dit dans ce rapport. Il y a eu une discussion au journal Le Monde, et apparemment, le mot créativité n'avait pas le droit d'apparaître en première page. Le mot innovation, ça allait, mais le mot créativité, ça le faisait pas parce que c'était vrai pour les artistes. Ou alors, peut-être si certains d'entre vous font de la pub un jour, ils ont le droit de s'appeler créative, mais autrement, ça le fait pas, quoi. D'accord, le mot créativité n'était pas un mot chic. Et même moi, quand on m'avait donné cette mission, je savais pas très bien ce que c'était que la créativité. J'ai commencé à le lire, etc. Et puis un polytechnicien, ça veut pas être créatif. C'est voilà, garde à vous, quoi. Je veux dire, c'est pas exactement un scientifique. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que la créativité, c'était la capacité à générer de nouvelles idées, et puis éventuellement, au moins aussi important, est la rigueur qui est capable de sélectionner les plus prometteuses de ces idées. D'accord, donc ça, c'était comme ça que moi je me suis rendu compte de ça. Ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, au début je connaissais personne dans le système de l'éducation nationale. À peu près 2 ans après, on m'a invité à présenter un truc qui s'appelle la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et en l'occurrence, c'est Jean-Michel Blanquer qui m'avait invité à présenter ce rapport. Et donc, ça a progressivement percolé. Aujourd'hui, j'ai des enseignants, mais aussi des inspecteurs qui m'invitent. Et des inspecteurs généraux. Et vous savez, le système éducatif français, c'est un endroit où ça a été créé, il y avait l'instruction militaire et l'instruction publique. Il y avait à peu près autant de niveaux hiérarchiques dans l'instruction publique que dans l'instruction militaire. D'accord, donc c'est pas complètement évident comme système. Donc il suffit pas d'être entendu tout en haut ou tout en bas
Mais parce qu'en fait, dans cette intelligence collective pyramidale, il y a énormément de choses qui sont juste interdites, quoi. Donc il faut arriver à inventer d'autres manières de se parler. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai rencontré des gens à tous les niveaux, y compris au niveau du ministre, etc., qui s'intéressent à ce genre de choses. Il y a des conseillers de François Hollande avec qui j'ai pu discuter de ce genre de choses. La ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur a lancé un truc qui s'appelle FUN. Je ne sais pas si vous connaissez France Université Numérique. Qui connaît ? Voilà. Donc ils vont, par exemple samedi, si vous êtes libre et que vous êtes motivé, on va faire ce qu'on appelle un MOOC Camp. D'accord ? À l'invitation de la ministre, on a organisé dans ce lieu-là, dans le Marais, donc c'est un peu exotique comme droit, mais vous pouvez venir. Un MOOC Camp, c'est donc un camp pour construire des MOOC. Donc si vous avez une idée de MOOC, vous aimeriez créer des MOOC pour apprendre différemment, vous pouvez venir et le faire. D'accord ? Et donc ça, c'est encouragé par la ministre. D'accord ? Honnêtement, il y a 5 ans, tout ça n'aurait pas été possible. Donc on voit que les choses changent progressivement, mais avant que ça percole partout, il y a encore un peu de progrès à faire. Mais c'est vrai qu'on approche, il y a un très bon bouquin d'un monsieur qui s'appelle Michael Gladwell, qui s'appelle Tipping Point. Vous connaissez Tipping Point ? Bon, oui. Bon, voilà, lui, il connaît, vous pouvez lui demander, c'est un super bouquin, qui raconte que le monde peut basculer assez rapidement dans certaines conditions. Et là, je pense qu'on approche de ce point de bascule, et parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que le système peut changer si simplement les autres étaient capables de se mettre à changer. D'accord ? Mais en fait, si tout le monde pense ça, on voit bien qu'à un moment donné, ça peut changer très rapidement. Hein, ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, il n'y a pas si longtemps, et dans d'autres pays. Et on voit bien que c'est catalysé par les nouvelles technologies, parce que ça permet de partager cette volonté de changer et de discuter sur les meilleures manières dont ça peut changer. Alors ça, c'est pas toujours sans violence, c'est pas toujours sans... Tu vois, tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord sur la manière dont il faudrait changer, mais ça peut permettre aux gens de contribuer au changement plus facilement. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? Oui, là. Yes. Vous avez beaucoup parlé de la place de l'enfant. Est-ce que les enfants sont invités à faire la fiesta avec vous et avec tout le network parce que là, vous parlez d'un niveau bachelor, master, PhD. Ouais, donc je vais parler tout à l'heure brièvement du programme qu'on fait dans les écoles primaires parisiennes pour l'instant. Et en fait, c'est ça qu'on veut faire. Moi, ce que je voudrais, je vais parler de l'Open Lab. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un Game and Toy Lab. Donc un endroit plein de jeux et de jouets où on invite des enfants à jouer et à inventer de nouveaux jeux et de nouveaux jouets. D'accord ? Et à utiliser les technologies pour aller plus loin. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut travailler avec eux. Hein, j'ai un ami qui fait un petit peu ce genre de choses à Stanford. Donc, il avait lancé un mouvement qu'il appelait Fab Lab at School. Qui sait ce que c'est qu'un Fab Lab ? Ok. Bon, il y a un Fab Lab à Cergy. Vous devriez aller voir. C'est super intéressant. C'est typiquement des endroits où vous pouvez créer n'importe quel objet dont vous rêvez. Donc si vous êtes dans votre Imagination Week, vous devriez la finir dans un Fab Lab pour concrétiser vos rêves. Donc en fait, on voudrait faire ça. Donc on va avoir un Fab Lab, mais qui va être un peu ciblé pour accompagner les enfants à créer leurs rêves à eux. D'accord ? Donc il fait ça. Et parmi les choses qui ont été faites à Stanford, juste pour vous donner des impressions de ce qu'on peut arriver à faire dans ces cas-là, il y a des blocs de lettres en bois. D'accord ? C'est un truc, on voit que c'est une technologie qui ne date pas complètement d'hier. Gutenberg à peu près. Et donc il y a des enfants qui assemblent ces blocs de lettres. Jusque-là, c'est relativement classique. Sauf que quand ils mettent C-A-R, ça fait car et ça fait vroom. D'accord ? Parce que les objets sont des objets connectés, intelligents, qui savent qu'ensemble, ils ne font pas la même chose que quand ils étaient seuls. D'accord ? Et si on fait C-A-T, ça fait miaou. D'accord ? Donc c'est ce genre de truc. C'est pas grand-chose. Mais on voit bien que c'est plus ludique et que c'est une autre manière de jouer avec les lettres et de jouer avec le monde physique. Et donc de ne pas simplement être enfermé dans un monde purement digital, hein, parce que c'est un autre problème. Il y a un autre très bon TED Talk qui doit s'appeler Together Alone, d'accord ? Ensemble et seul. Et c'est une chercheuse du MIT qui montre que il y a tout un tas d'études aujourd'hui sur est-ce qu'on est plus heureux ou moins heureux avec Facebook. Et en fait, ça dépend complètement de la manière dont on utilise Facebook, apparemment, d'après la recherche. Si on l'utilise de manière passive en se disant « Putain, tous les autres font des super trucs et moi pas », on est mal barré. Si on s'en sert pour être proactif et partager des choses,
et travailler avec les autres, alors ça peut augmenter le bien-être. Et donc, il y a ce côté qui est assez terrifiant, qui est que, en fait, on a beau être tous ensemble, on est en permanence en train de pianoter sur un truc, et en fait, on peut aussi déshumaniser complètement les relations, et en tout cas, ça arrive pour certains. D'accord. Donc c'est un plus pour certaines choses. Moi, je suis tout sauf technophobe, vous l'avez peut-être compris, même si je vais vous avouer que ça, c'est mon premier téléphone portable. D'accord. Donc j'ai un téléphone portable depuis que je sais que c'est un instrument scientifique, parce que jusque-là, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc je ne suis pas hyper technophile non plus. D'accord. Mais je pense qu'en fait, on doit être capable de coévoluer avec la technologie et de faire des choses comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne les enfants là-dessus? Et donc, ce n'est pas simplement apprendre par le numérique ou pour le numérique. Il y a des gens qui sont en train de dire qu'il faut que les enfants apprennent à coder très jeunes. Il y a des pays entiers qui s'y mettent parce qu'ils veulent avoir des gens qui soient créatifs, etc. Donc on a eu une discussion avec le cabinet de Fleur Pellerin sur plutôt la notion de creative kids, d'accord, donc d'enfants créatifs qui peuvent utiliser tout un tas de manières pour être créatifs, dont le numérique. Mais on peut donc apprendre par le numérique, on peut apprendre pour le numérique, mais on peut aussi apprendre à l'heure du numérique. Et apprendre à l'heure du numérique, ça veut aussi dire savoir arrêter la connexion et être ensemble. Et ça peut vouloir dire travailler sur l'empathie, travailler sur les échanges, etc. D'accord. Et donc ça, c'est des choses qui sont au moins aussi essentielles. Et encore une fois, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre des machines, par définition. Et donc on a besoin de repenser ça et d'accompagner les enfants et les jeunes adultes d'aujourd'hui dans cette transition. Donc, mais je pense qu'on a besoin de travailler avec eux et pas de s'enfermer dans une tour d'ivoire pour penser la solution idéale de l'éducation. Honnêtement, je pense que ça échouera forcément. Et par contre, si on est capable d'inviter tous les acteurs à travailler ensemble, donc par exemple, sur les 20 doctorants dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a qui font de l'astrophysique, de la botanique, etc. Il y a une doctorante qui veut faire une thèse sur le design. Et en fait, elle invite les enfants à redesigner ce que c'est que l'école, ce que c'est qu'apprendre. Et donc elle essaie de travailler avec eux sur ça. Typiquement, là, si on repense Wikipédia, on va essayer de le penser pour des enfants. Donc comment est-ce qu'on invente des nouvelles manières d'apprendre avec les enfants? Ce n'est pas eux qui vont tout coder, mais on peut travailler avec eux là-dessus. Et puis on peut inviter tout le monde à contribuer à la réflexion aussi. Mais c'est ce genre de process qu'il faut mettre en route. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. My pleasure.